Je viens de sortir de l'hôpital. Le médecin a dit que je ne pouvais pas encore marcher. Peux-tu venir me chercher quand tu auras le temps? J'ai envoyé le texto à mon fils, Michel, pendant que l'infirmière me poussait en fauteuil roulant vers la sortie. Sa réponse est arrivée plus vite que je ne l'avais espéré. Ma femme a dit: « On ne peut pas tout laisser tomber pour toi à chaque fois. Appelle juste un Uber. » Quand ils découvriraient qui était venu me chercher à sa place, leur vie allait changer pour le pire. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment un simple appel téléphonique est devenu la vengeance la plus satisfaisante dont je n'aurais jamais soupçonné avoir besoin. Je m'appelle Dominique Paré, Do pour la plupart des gens. Et à 65 ans, je pensais avoir connu toutes les saveurs de la déception familiale. J'avais tort. 3 jours plus tôt, j'avais été transportée d'urgence à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon avec ce qui ressemblait à quelqu'un qui passait un chalumeau sur ma vésicule biliaire. « Opération d'urgence », avait-il dit. Rien de trop grave, mais la convalescence prendrait des semaines. Pendant tout le temps que j'étais dans ce lit d'hôpital, à regarder des émissions de télévision affligeantes et à manger de la nourriture qui avait le goût du carton, je n'arrêtais pas d'attendre la visite de Michel. Peut-être qu'il amènerait les petits-enfants? Sarah, ma belle-fille, avait été si préoccupée quand j'avais appelé pour parler de la douleur. « Oh mon Dieu, Do, tu dois aller à l'hôpital tout de suite !» avait-elle dit, sa voix dégoulinant de ce que je pensais être une inquiétude sincère. « Michel et moi te rejoindrons là-bas. » Ils ne sont jamais venus. Pendant 3 jours, je me suis dit qu'ils étaient occupés. L'entreprise d'assurance de Michel était exigeante et Sarah est débordée avec les enfants. Je leur trouvais des excuses, comme je le faisais depuis 2 ans, depuis qu'ils avaient emménagé dans cette maison surdimensionnée qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre. Mais assise dans ce fauteuil roulant d'hôpital, fixant le texto de Michel, quelque chose en moi a finalement cédé. Pas brisé, mais clarifié. Comme si j'enfilais soudainement des lunettes de lecture et que je voyais les petits caractères que j'avais manqués tout ce temps. J'ai appelé un taxi plutôt qu'un Uber, cela me semblait plus fiable pour un trajet post-opératoire. 20 minutes plus tard, un homme bien habillé d'une 60aine d'années s'est approché de mon fauteuil roulant. Ce n'était pas mon chauffeur de taxi. « Madame Dominique Paré ?» Sa voix était chaleureuse, mais professionnelle. « Je m'appelle Robert Hamel. Je travaille pour le Crédit régional du Sud-Est, et nous devons parler. » J'aurais dû être alarmée. Au lieu de cela, je me suis sentie étrangement calme. C'était peut-être les analgésiques, ou peut-être que j'étais simplement trop épuisée émotionnellement pour m'en soucier davantage. S'il s'agit de l'hypothèque de Michel, Monsieur Hamel, je crains de ne pas être en mesure d'aider pour le moment. Son expression a changé pour quelque chose qui ressemblait à de la surprise. En fait, Madame Paré, je pense que vous découvrirez que c'est tout le contraire. Je ne comprenais pas, dis-je, alors que Robert Hamel m'aidait à monter dans sa voiture. Une Toyota modeste qui criait l'employé de banque responsable plutôt que la richesse ostentatoire. Je sentais le tissu propre du siège sous mes doigts, l'odeur discrète de l'assainisseur d'air. C'était un cocon de normalité dans une journée qui devenait de plus en plus étrange. Il a démarré le moteur, le son doux du moteur contrastant avec le chaos dans ma tête. « Êtes-vous ici à titre officiel ?» ai-je demandé, ma voix un peu plus stable maintenant. « Je suis directeur régional à la banque qui détient l'hypothèque de votre fils », a dit Robert en démarrant. Et au cours des derniers mois, Michel nous a raconté des histoires très intéressantes sur sa situation familiale. Mon sang se glaça. J'ai regardé par la fenêtre. Les rues de Lyon défilaient, familières, mais soudainement étrangères. Les passants, les vitrines des magasins, tout semblait appartenir à un autre monde. Un monde où les fils ne mentaient pas aux banques au sujet de leur mère.
Quel genre d'histoire? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Des histoires sur le soutien qu'il apporte à sa mère, âgée pour des frais médicaux importants, des affirmations selon lesquelles vous avez été un fardeau financier considérable en raison de problèmes de santé progressifs. Robert m'a jeté un coup d'œil alors que nous nous arrêtions à un feu rouge. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers le pare-brise, illuminant les poussières dans l'air et la gravité sur son visage. Selon Michel, vous avez été incapable de prendre soin de vous-même et vous avez épuisé ses ressources. Je l'ai regardé, incrédule. Le feu est passé au vert. La voiture a avancé doucement. C'est complètement faux. Chaque mot est un mensonge. Je suis indépendante. Je paie mes propres factures. Je sais. Sa voix était douce, mais ferme, coupant mon flot de dénégation indignée. Parce que j'ai enquêté sur sa demande de réaménagement de prêt pour difficultés financières. Votre fils a fourni des documents affirmant que les paiements mensuels qu'il vous verse pour les soins médicaux et les frais de maintien à domicile sont la raison pour laquelle il a pris du retard sur son hypothèque. Un rire sec et sans joie m'a échappé. Des paiements à moi? Je n'ai jamais reçu un centime de lui. C'est le contraire qui se produit. Ma voix est sortie comme un couinement. Exactement, a-t-il poursuivi, et sa voix s'est durcie légèrement. Sauf que les relevés bancaires qu'il a fournis montrent des paiements de votre part à lui, de manière constante, depuis plus de 2 ans. Robert s'est garé dans un petit parc et a coupé le moteur. Le silence soudain dans la voiture était assourdissant, rempli uniquement par le son lointain d'enfants qui riaient. Madame Paré, votre fils a utilisé votre générosité comme preuve de ses difficultés, tout en manquant à ses obligations sur un prêt dont vous ne savez même pas que vous êtes responsable. Le monde a basculé. Je me suis agrippée à la portière, mes jointures blanchissant. Le parc verdoyant à l'extérieur semblait tourner. Responsable de quoi? Ai-je murmuré, les mots s'accrochant dans ma gorge. Vous avez cosigné la demande de prêt hypothécaire de Michel il y a 2 ans. Il vous a dit que c'était juste une référence. Et morale, n'est-ce pas? L'expression de Robert était pleine de sympathie. Une sympathie qui ne faisait qu'approfondir mon sentiment d'humiliation et de trahison. Il avait tout compris. Mais vous avez en fait signé en tant que co-emprunteuse. S'il ne paie pas, vous êtes également redevable de la dette. J'ai fermé les yeux, me remémorant ce jour à la banque. Michel avait été si excité, si reconnaissant pour mon aide. Il m'avait fait parcourir les documents à la hâte, m'expliquant que la banque avait juste besoin de quelqu'un pour se porter garant de lui. J'avais été si fière d'aider mon fils à devenir propriétaire, à construire une vie pour sa famille. Je me souvenais de la lourdeur du stylo dans ma main, de l'odeur d'encre fraîche, du sourire radieux de Michel alors que je signais page après page. J'avais signé mon propre piège avec une confiance aveugle. Combien? Ai-je chuchoté, la question à peine audible. Le chiffre allait être un coup près. Le solde actuel est de 320 000 € avec les frais de retard et les pénalités. J'ai ouvert les yeux pour trouver Robert qui m'étudiait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il y avait de la pitié, oui, mais aussi autre chose. Une sorte de connexion. Une intensité qui semblait déplacée pour un directeur de banque rencontrant une cliente en difficulté. Monsieur Hamel, pourquoi me dites-vous tout cela personnellement? N'est-ce pas quelque chose qui devrait être traité par les canaux officiels, par des courriers recommandés et des appels froids? Quelque chose a traversé son visage. Une émotion que je n'ai pas pu identifier. Parce que les cas de fraude impliquant l'abus de faiblesse sur des personnes âgées méritent une attention personnelle. Il a fait une pause, semblant lutter avec ses mots. Et parce que
parce que quelque chose dans votre nom me semblait familier, et je voulais vous rencontrer moi-même. Le mot familier flottait entre nous, lourd de possibilités. Ma curiosité a percé à travers le brouillard de choc. Familier comment? Robert est resté silencieux un long moment, regardant les familles jouer dans le parc. Le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres sur l'herbe. Il s'est tourné vers moi, ses yeux cherchant quelque chose dans mon visage. Madame Paré, quel était votre nom de jeune fille? Sullivan, ai-je répondu automatiquement, le nom étranger sur mes lèvres après tant d'années. Dominique Sullivan. Pourquoi? Le changement dans son expression a été immédiat et profond. La couleur a quitté son visage et ses mains ont saisi le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches comme de la cire. Une vague de reconnaissance, impossible et écrasante, m'a frappée comme la foudre. Un visage plus jeune, des cheveux plus sombres, le même regard intense. Un été il y a 45 ans. La gare, l'attente, le cœur brisé. Bobby, ai-je murmuré, le nom un fantôme sur mes lèvres. Bonjour, Do. La voix de Robert était à peine audible, un murmure qui traversait 4 décennies de silence. Je te cherche depuis 45 ans. L'été 1980 m'a submergé comme un raz-de-marée. Bobby Hamel, mi-irlandais, mi-italien, avec des rêves de changer le monde et des promesses qui s'étendaient au-delà des horizons de notre petit village d'Auvergne. Le garçon que je devais retrouver à la gare de Lyon. L'homme que j'avais prévu d'épouser. La douleur de cette vieille blessure, que je croyais cicatrisée depuis longtemps, s'est rouverte avec une force brutale. Tout est revenu. L'excitation du départ. La robe que j'avais choisie, le poids de la valise dans ma main et le vide grandissant dans mon estomac alors que les heures passaient et qu'il n'arrivait pas. Tu as changé de nom, ai-je réussi à articuler, ma gorge serrée. Hamel était le nom de mon beau-père. J'ai commencé à l'utiliser après. Il a dégluti difficilement, ses yeux fixés sur un point lointain par-delà le parc, comme s'il revoyait le passé. Après que tu ne sois pas venu ce matin-là. Les mots m'ont frappé, mais je suis venu. Les larmes coulaient maintenant sur mon visage, des larmes pour la jeune fille que j'avais été et pour la vie que nous n'avions jamais eue. J'ai attendu 3 jours. J'ai dormi sur un banc. J'ai appelé tous les hôpitaux. Mes parents m'ont dit que tu avais obtenu le poste à Marseille et que tu avais décidé que tu ne voulais pas d'une fille de la campagne pour te retenir. Robert s'est tourné complètement vers moi, ses yeux brillants de larmes non versées. La douleur dans son regard reflétait la mienne. Ton père est venu me voir à Clermont-Ferrand, 6 mois plus tard. Il m'a dit que tu avais épousé quelqu'un d'autre, que tu étais enceinte. De l'enfant d'un autre homme? Il a dit que tu voulais que je te laisse tranquille, que tu avais tourné la page. Ils ont menti. Les mots sont sortis brisés, un souffle rauque. Ils nous ont menti à tous les deux. Une colère froide a commencé à se mêler à mon chagrin. Mes parents, avec leur notion rigide de ce qui était convenable, avaient orchestré la plus grande tragédie de ma vie. 45 ans, a dit doucement Robert, sa voix empreinte d'une incrédulité douloureuse. 45 ans à me demander ce que j'avais fait de mal, ce que j'aurais pu dire de différent pour te faire rester. J'ai tendu la main par-dessus la console et j'ai pris la sienne. La même main douce qui tenait la mienne pendant ces longues promenades au bord du lac. La chaleur de sa peau était un écho d'un souvenir lointain, un contact fantôme rendu réel. J'ai épousé Dante parce que je pensais que tu m'avais abandonné. Parce que mes parts, NTS m'ont convaincu que tu ne m'avais jamais vraiment aimé. Il était un homme bon, stable,
Mais il n'était pas toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, a-t-il murmuré, ses doigts se resserrant sur les miens. Même après m'être mariée, même après mon divorce, même après toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à la fille au rire cristallin qui devait changer ma vie. Nous sommes restés assis dans cette voiture pendant ce qui a semblé une éternité, pleurant, parlant, essayant de combler un abîme de 4 décennies de temps perdu. Nous avons échangé les grandes lignes de nos vies, son mariage sans enfant et son divorce, ma vie avec Dante, mes 2 enfants, mon veuvage. Chaque mot était une pièce d'un puzzle que nous n'avions jamais su être incomplet. Finalement, Robert s'est ressaisi, son professionnalisme reprenant le dessus, bien que teinté d'une nouvelle intimité. Do, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Quoi? Quand j'ai vu Dominique Paré dans le dossier de Michel, et que j'ai remarqué que ton ancienne adresse était en Auvergne, j'ai commencé à me poser des questions. Quand j'ai vu Sullivan comme ton nom de jeune fille dans la vérification des antécédents, j'ai su que je devais te rencontrer. Sa voix est devenue plus forte, plus déterminée. Mais indépendamment de notre histoire, ce que ton fils a fait est une fraude grave. Il ne ment pas seulement à la banque. Il t'a piégé pour que tu assumes ses dettes. Qu'a-t-il fait exactement? Ai-je demandé, prête maintenant à affronter toute l'étendue de la trahison. Il a 3 mois de retard sur les paiements hypothécaires. Il a demandé un réaménagement de prêt, prétextant des difficultés financières dues à la prise en charge de sa mère incompétente. Le mot m'a piqué comme une ortie. Il a fourni de faux dossiers médicaux indiquant que tu souffres de démence et que tu nécessites des soins, et que ça plein temps. La voix de Robert est redevenue celle du banquier. Et il a utilisé tes propres relevés bancaires comme preuve de ses dépenses, qualifiant les paiements de soutien que tu lui as fait de « paiement pour soins » de ta part. L'ampleur de la trahison était à couper le souffle. C'était une construction méticuleuse de mensonges, bâtie sur le fondement de ma propre gentillesse. Chaque virement, chaque chèque que j'avais fait avec amour, avait été transformé en une arme contre moi. Donc, quand je payais son hypothèque, cela devenait des modifications coûteuses du domicile pour tes besoins liés à ton handicap. Quand je leur achetais des courses, cela devenait des besoins diététiques spécialisés pour tes problèmes de santé. Robert a serré ma main. Il a transformé ton amour en preuve de ton incompétence. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Une nouvelle détermination se formant en moi, durcissant mon à grain en acier. Le sourire de Robert était sinistre. Maintenant, nous allons lui donner exactement ce qu'il a demandé. Une visite de sa mère incompétente. Le lendemain matin, je me tenais dans le bureau de Robert à la banque, observant mon fils à travers la vitre d'une salle de conférence, alors qu'il étalait des documents sur la table. Michel avait l'air confiant, presque arrogant, gesticulant de manière animée devant l'agent de crédit qui prenait des notes. Il portait son costume le plus cher, celui que je lui avais offert pour son anniversaire, et arborait le sourire charmant qu'il utilisait toujours pour obtenir ce qu'il voulait. C'était un spectacle nauséabond. 26 minutes de fiction complète jusqu'à présent, murmura Robert à côté de moi. Sa présence était un réconfort solide. Il est en train d'expliquer comment ta démence progressive nécessite une surveillance 24 heures sur 24. Apparemment, tu as une tendance à errer et à laisser le gaz allumé. J'ai failli rire. C'était si absurde, si grotesque. Hier, après nos retrouvailles chargées d'émotions, Robert et moi avions passé des heures à marcher dans le centre-ville, à parler de nos années perdues et à rattraper nos vies séparées. Ce matin, j'avais fait ma séance de yoga habituelle et préparé le petit déjeuner pour nous deux. Pas vraiment le comportement d'une femme sénile. « Es-tu prête pour ça, Do ?» a demandé Robert, sa voix douce. J'ai redressé mes épaules et lissé ma robe, une robe qu'il m'avait complimentée plus tôt. Je me sentais plus forte, plus ancrée que je ne l'avais été depuis des années.
Je suis prête pour cette conversation depuis 2 ans. Je ne le savais tout simplement pas. Robert a ouvert la porte de la salle de conférence d'un geste délibéré. Michel, j'aimerais que vous rencontriez quelqu'un. L'expression sur le visage de mon fils valait chaque instant du choc et des larmes de la veille. Sa bouche s'est littéralement ouverte, et les papiers dans ses mains se sont éparpillés sur le sol en un bruissement désordonné. Son teint est passé du hâle confiant au blanc cireux en une fraction de seconde. « Maman? Mais qu'est-ce que tu... Comment es-tu... » « Bonjour, mon chéri. » Je me suis installée dans le fauteuil en face de lui avec un calme délibéré, savourant sa panique croissante. « Ne me laisse pas t'interrompre. J'étais justement en train d'entendre parler de ma démence progressive. S'il te plaît, continue. C'est fascinant. » Le visage de Michel a parcouru tout le spectre de la confusion, de la panique et du calcul désespéré. Il regardait de moi à Robert, puis de nouveau à moi, son esprit s'emballant visiblement pour trouver une issue. « Je peux tout expliquer. »« Oh bien !» a dit Robert en fermant la porte derrière lui, le clic du loquet résonnant comme une sentence. « Parce que je suis très intéressé par les explications, en particulier concernant ces factures médicales. » Il a posé un dossier sur la table et l'a ouvert pour révéler des copies de chèques. Mes chèques, ceux que j'avais libellés « aide-prêt immobilier » ou « pour les petits ». Voudriez-vous expliquer à votre mère comment ces paiements pour votre hypothèque sont devenus ces frais médicaux? Michel s'est ressaisi rapidement. Je devais lui accorder ça. Il a endossé le rôle du fils inquiet avec une aisance pratiquée, une performance qu'il avait sans doute répétée de nombreuses fois pour Sarah et pour lui-même. « Maman, tu ne comprends pas la situation, » a-t-il dit en tendant la main vers la mienne par-dessus la table. J'ai reculé ma main comme si la sienne était un serpent. « J'ai essayé de te protéger du stress de nos problèmes financiers. »« Me protéger ?» ai-je répété, ma voix glaciale. « En me faisant passer pour folle? C'est une étrange façon. Haine de protéger quelqu'un? » « Oui, j'ai utilisé une partie de ton soutien comme documentation, » a-t-il admis, sa voix mielleuse. « Mais seulement parce que la banque avait besoin de preuves de nos difficultés. » « Des difficultés causées par les soins qu'il faut me prodiguer? » ai-je demandé doucement, chaque mot étant un coup de poignard. « Ce n'est pas comme ça, Michel. » La voix de Robert a tranché à travers les balbutiements de mon fils, nette et sans pitié. « Vous avez soumis une demande de réaménagement de prêt, affirmant que votre mère nécessite des soins à plein temps en raison d'une démence progressive et de problèmes de mobilité. Vous avez fourni des dossiers médicaux indiquant qu'elle a été hospitalisée 6 fois cette année pour des complications liées à son état. » Le sang a quitté le visage de Michel. « Ce ne sont pas des faux. »« Madame Paré, » a poursuivi Robert, en s'adressant à moi mais en fixant Michel. « Voudriez vous dire à votre fils ce que vous avez fait hier après-midi? » J'ai souri à l'expression de plus en plus désespérée de Michel. « Eh bien, après notre conversation, j'ai marché 5 kilomètres dans le centre de Lyon avec monsieur Hamel, ici présent. Ensuite, j'ai préparé le dîner pour nous deux et j'ai passé la soirée à discuter de littérature et de réglementation bancaire. J'ai marqué une pause pour les faits. Après cela, je suis rentrée en voiture à mon appartement et j'ai fait ma promenade du soir habituelle dans le quartier. » La bouche de Michel s'est ouverte et fermée silencieusement, comme un poisson hors de l'eau. « Dis-moi, mon fils. » ai-je continué, ma voix toujours calme et mesurée. Quelle partie de tout cela ressemble exactement à quelqu'un qui a besoin de soins à plein temps pour la démence? Tout ceci est un malentendu, a dit Michel, mais sa voix manquait maintenant de conviction. C'était le murmure d'un homme et acculé. « Maman, tu sais que je ne ferai jamais intentionnellement. »
Sarah et moi avons été si inquiets pour toi. Vraiment? Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, le laissant se débattre. Parce que, quand j'ai envoyé un texto demandant qu'on vienne me chercher à ma sortie d'opération, votre réponse immédiate a été de me dire d'appeler un Uber. Cela ne ressemble pas vraiment à quelqu'un qui s'inquiète pour le bien-être de sa mère. Robert a ouvert un autre dossier, le bruit du papier semblant anormalement fort dans la pièce silencieuse. Michel, j'ai ici votre demande de prêt originale d'il y a 2 ans. Votre revenu déclaré était de 58 000 € par an. Votre ratio d'endettement était déjà au maximum que nous approuvons habituellement. Il a levé les yeux. Vous n'avez obtenu ce prêt que parce que votre mère s'est portée co-emprunteuse. Ma tête s'est tournée brusquement vers Michel, le choc de cette nouvelle révélation me frappant physiquement. Tu m'as dit que j'étais juste une référence morale. Maman, c'était juste une formalité. Pas une référence morale, Michel. Une co-emprunteuse. Tu as dit que la banque avait juste besoin de quelqu'un pour se porter garant de ta fiabilité. Ma voix montait malgré mes efforts pour rester calme. La trahison était si profonde, si calculée. Es-tu en train de me dire que j'ai été légalement responsable de cette dette depuis le début? Robert a hoché la tête gravement. Madame Paré, vous êtes également redevable de cette hypothèque. Lorsque Michel est en défaut de paiement, la banque peut vous poursuivre pour le montant total. La pièce a légèrement tourné. L'air semblait s'épaissir. Et que se passe-t-il si je ne peux pas payer? Procédure de saisie contre vous deux. Saisie sur vos biens, y compris vos comptes de retraite et votre logement actuel. J'ai fixé mon fils. Cet étranger porta, n'est le visage de Michel, qui avait mis ma sécurité financière en péril sans ma connaissance ni mon consentement. Tout ce que j'avais construit, toute la sécurité que Dante et moi avions mise en place pour mes vieux jours, pouvait être anéantie par son égoïsme. Tu m'as rendu responsable d'une dette qui pourrait détruire ma retraite, puis tu as menti à la banque sur la raison pour laquelle tu ne pouvais pas la payer. C'était censé être temporaire, a dit faiblement Michel. Juste jusqu'à ce que les affaires reprennent. 2 ans, Michel. 2 ans de mensonges pendant que je t'envoyais de l'argent en pensant que j'aidais ma famille. Je me suis levée, ayant besoin de distance, besoin de me dégager de sa proximité toxique. Et maintenant, tu veux que la banque croie que je suis incompétente pour que tu puisses modifier les termes d'un prêt que tu m'as piégé à cosigner. Robert s'est éclairci la gorge, ramenant la conversation sur le terrain juridique. Il y a plus, Madame Paré. Les faux dossiers médicaux que Michel a soumis constituent une fraude bancaire. Étant donné que cela implique une institution assurée au niveau national, nous parlons de poursuites pénales graves. Michel est devenu livide. Poursuite pénale, fraude bancaire, faux et usage de faux, abus de faiblesse sur personne âgée. Robert a énuméré les chefs d'accusation sur ses doigts, chaque mot étant un clou dans le cercueil de Michel. Les peines sont assez sévères, surtout lorsqu'elles impliquent l'exploitation de personnes âgées. J'ai regardé mon fils réaliser l'ampleur de sa situation. La confiance arrogante avait disparu, remplacée par une terreur brute. Une partie de moi, la mère qui avait soigné ses genoux écorchés et l'avait consolé après ses cauchemars, voulait le réconforter, arranger ça comme j'avais arrangé ses problèmes d'enfance. Mais la plus grande partie, celle qui avait été utilisée et trompée pendant des années, ressentait quelque chose que je n'avais pas connu depuis des décennies. Le pouvoir. Monsieur Hamel, dis-je lentement, ma voix retrouvant toute sa force. Quelles sont mes options ici? Eh bien, a dit Robert, ses yeux ne quittant pas Michel. Cela dépend de la coopération que chacun est prêt à montrer. Michel nous a regardés l'un après l'autre avec un désespoir croissant.
Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai croisé le regard de mon fils et j'ai souri. Pour la première fois depuis des années, c'est moi qui tenais toutes les cartes. Ça veut dire, mon chéri, que ta vie est sur le point de changer radicalement. Et cette fois, c'est moi qui prends les décisions. Le téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin le lendemain. Le nom de Sarah s'est affiché sur mon écran, mais je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis, de nouveau, à 6h15 et 6h30. Au 4e appel, j'ai finalement répondu, préparé pour la vague de manipulation qui allait suivre. Do. Dieu merci. La voix de Sarah était haletante de panique. Nous devons parler. Il y a eu un terrible malentendu. Ah oui? Je me suis assise dans mon lit, étonnamment bien reposée pour quelqu'un dont le monde avait été bouleversé il y a 2 jours. Une clarté froide s'était installée en moi. Michel m'a raconté ce qui s'est passé à la banque. Cet homme, ce monsieur Hamel, il est de toute évidence confus au sujet de la documentation. On peut arranger ça. Il a mal interprété les choses. J'ai presque ri. Même maintenant, après que le château de cartes de leurs mensonges se soit effondré, Sarah essayait de gérer le récit, de réécrire l'histoire. Sarah, ma chère, j'étais là. J'ai entendu chaque mot que Michel a dit. Il n'y a aucune confusion. Il a admis avoir falsifié des documents. Un silence tendu s'est installé, puis elle a changé de tactique. Mais tu ne comprends pas la pression sous laquelle nous étions. Sa voix s'est brisée avec une émotion calculée. L'entreprise de Michel a des difficultés. Mon congé maternité a épuisé nos économies et il essayait juste de nous faire gagner du temps. En commettant une fraude et en faisant de moi une complice involontaire? Je l'ai interrompu, ma patience s'amenuisant. Le silence s'est étiré entre nous, un abîme de non-dits et de mensonges. Puis Sarah a essayé une autre approche, la plus prévisible de toutes. Écoute, nous savons que tu es en colère, mais pense à Emma et Léo. Veux-tu vraiment que leur père fasse face à des accusations criminelles? Ils ont besoin de stabilité, Do. Ils ont besoin que leur famille reste intacte. La voilà. La manipulation à laquelle j'avais été aveugle pendant des années. Utiliser les petits-enfants comme levier? Faire appel à mon cœur de grand-mère? Cela aurait pu marcher une semaine, auparavant. Mais cette Dominique-là était morte sur le seuil de l'hôpital. « Sarah ?» dis-je calmement, en me levant pour aller dans ma cuisine. « Où sont les enfants en ce moment ?»« Ils sont chez ma mère. Juste le temps qu'on arrange ça. » Sage décision. Les éloigner avant que les avocats n'arrivent. J'ai entendu sa brusque inspiration. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Michel se démène pour trouver un représentant légal. Comment tu... Do, nous sommes une famille. On se serre les coudes dans les moments difficiles. C'est drôle avec la famille, dis-je en mettant du café dans le filtre. L'arôme familier était un point d'ancrage dans cette conversation surréaliste. Je pensais que ça signifiait l'honnêteté, le respect, et ne pas utiliser sa mère comme garantie pour une activité criminelle. J'ai fait une pause, laissant mes mots faire leur effet. Dis à Michel que je serai à la maison à 14h cet après-midi. Nous devons discuter de mes options. Tes options? Sa voix était un mélange de confusion et de peur. Monsieur Hamel a été très éclairant sur ce à quoi la coopération pourrait ressembler. Apparemment, la banque est prête à envisager des alternatives aux poursuites judiciaires sous certaines conditions. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Robert. « Bonjour, Do. » Sa voix était chaleureuse, empreinte d'une affection qui faisait battre mon cœur un peu plus vite. C'était un son que j'aurais pu écouter toute la journée. « J'espère que tu as bien dormi. » Mieux que je ne l'ai fait depuis des mois.
Sarah vient d'appeler avec le scénario prévisible de gestion de crise. Je me suis installée dans mon fauteuil préféré, une tasse de café fumant à la main. Ils veulent me rencontrer cet après-midi. Parfait. Es-tu prête pour la phase 2? En quoi consiste exactement la phase 2? Nous allons apprendre à ton fils ce que sont vraiment les conséquences. Je pouvais entendre la satisfaction dans la voix de Robert. Et peut-être, si nous avons de la chance, nous sauverons son mariage et la stabilité de ses enfants par la même occasion. À 14 heures précises, j'ai sonné à la porte de la maison que j'avais contribué à acheter à mon insu. C'était Sarah qui a ouvert, les yeux rougis et un mouchoir à la main. « Do, je suis si contente que tu sois venue. » Elle m'a fait entrer dans le salon où Michel était affalé sur le canapé, fixant son ordinateur portable, consultant probablement des sites d'avocats pénalistes. Nous avons passé toute la nuit à essayer de trouver comment réparer ça. Le gâchis que vous avez créé, ai-je précisé en m'installant dans le fauteuil qui avait été le mien avant que je ne leur donne pour leur nouvelle maison. Je sais que j'ai tout gâché, a dit Michel en levant les yeux de sot. Un ordinateur, c'est très tiré. Je sais que tu es en colère, mais nous devons travailler ensemble. Ce banquier essaie de détruire notre famille. Robert Hamel essaie de recouvrer une dette légitime sur laquelle vous êtes en défaut de paiement tout en commettant une fraude. Ai-je corrigé? J'ai ouvert mon sac à main et j'en ai sorti un dossier que Robert m'avait donné. En parlant de ça, j'ai quelques questions sur ma responsabilité financière. Sarah et Michel ont échangé un regard inquiet. « Quel genre de questions ?» a demandé prudemment Sarah. « Eh bien, puisque je suis co-emprunteuse sur votre hypothèque à mon insu, cela me rend responsable de la dette, mais cela me donne aussi certains droits légaux. » J'ai ouvert le dossier et j'ai fait semblant d'étudier les documents, ma voix calme et assurée. Y compris le droit de prendre possession du bien immobilier gagé pour protéger mes intérêts. Le visage de Michel est devenu cendré. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire, mon chéri, que si vous ne pouvez pas payer l'hypothèque, je peux reprendre les paiements moi-même. » J'ai souri doucement devant leur expression horrifiée. C'était une sensation étrange, ce mélange de pouvoir et de tristesse. Puisque mon nom est déjà sur les documents de prêt, je peux prendre possession de la maison pour éviter la saisie. « Tu ne peux pas faire ça, » a murmuré Sarah, s'agrippant au bras du canapé. « En fait, si. Et étant donné que je subventionnais déjà vos paiements hypothécaires, cela ne changerait pas grand-chose financièrement pour moi. » Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, leur laissant le temps d'absorber l'information. « La seule différence serait que vous devriez trouver un autre endroit où vivre. » Michel s'est levé d'un bond. « Maman, tu ne peux pas nous mettre à la porte de notre maison. » « Votre maison ?» J'ai haussé un sourcil. « La maison pour laquelle je me suis portée co-emprunteuse sans le savoir ? La maison que j'ai soutenue pendant que vous mentiez aux autorités bancaires fédérales sur ma compétence mentale. » Sarah s'est mise à pleurer pour de bon, mais j'avais vu cette performance trop de fois pour être émue. C'était des larmes de peur, pas de remords. Cependant, il y a une alternative. Ai-je continué, ma voix toujours égale. Monsieur Hamel a mentionné que la banque envisagerait d'abandonner les poursuites pénales sous certaines conditions. « Quelles conditions ?» a demandé désespérément Michel. C'était la bouée de sauvetage qui l'attendait. J'ai sorti un autre document. Restitution financière complète. Pas seulement les mensualités manquées, mais aussi les pénalités, les frais juridiques et une compensation pour les dommages liés à la fraude. J'ai parcouru les chiffres que Robert avait calculés. Le total s'élève à 62 000 €. « Nous n'avons pas ce genre d'argent, » a sangloté Sarah. « Non, mais moi, si. » J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air. J'ai vu une lueur d'espoir dans leurs yeux, un espoir égoïste que je m'apprêtais à écraser.
Je pourrais le payer. Vous sauver de la prison, garder la maison, faire disparaître tout ça. Tu ferais ça? A demandé Michel, sa voix pleine d'une gratitude prématurée. Pour un prix. J'ai sorti le dernier document, un contrat de location officiel, notarié et juridiquement contraignant. Je rembourse votre dette et j'assume la pleine propriété de cette maison. Vous pouvez continuer à y vivre en tant que mes locataires. Loyer au prix du marché, bail d'1 an, avec option de rachat de votre apport au juste prix du marché. Sarah s'est penchée pour lire le document. Ces loyers, ils sont plus élevés que notre hypothèque. Oui, c'est le prix du marché pour une maison de cette taille dans ce quartier. J'ai croisé le S-main sur mes genoux. Bien sûr, vous êtes libre de trouver un autre endroit si vous pensez pouvoir trouver mieux. Et si nous ne pouvons pas payer le loyer? La voix de Michel était à peine audible. Les procédures d'expulsion standard s'appliquent. Bien que je serais probablement plus patiente que la plupart des propriétaires, étant donné notre relation. J'ai fait une pause, les regardant droit dans les yeux. En supposant que notre relation survive à cette expérience. Tu nous fais chanter, a dit doucement Sarah. Je vous offre un moyen d'échapper à la prison et à la saisie. J'ai gardé ma voix agréable, presque conversationnelle. L'alternative est de regarder M. Hamel engager des poursuites pénales pendant que j'exerce de toute façon mes droits de co-emprunteuse. Le même résultat pour vous, mais avec le bonus supplémentaire que Michel aura un casier judiciaire. Le carillon de l'horloge de grand-père d'Anne, c'est le coin, un autre de mes cadeaux, égrenait les secondes de leur temps de décision. Le silence dans la pièce était lourd, épais de ressentiment et de peur. Il y avait autre chose, cependant. J'ai ouvert à nouveau mon sac à main. J'ai eu une conversation intéressante avec M. Hamel au sujet de l'enquête de la banque. Michel est devenu encore plus pâle, si c'était possible. Quelle enquête? Quand les banques découvrent une fraude, elles sont tenues d'examiner tous les comptes connexes. L'équipe a donc examiné l'historique financier complet de votre entreprise avec le Crédit régional du Sud-Est. J'ai sorti un rapport imprimé. Il s'avère que ce n'est pas la première fois que vous avez été créatif avec la documentation. Sarah a attrapé le bras de Michel. De quoi parle-t-elle, Michel? Votre demande de ligne de crédit professionnelle d'il y a 18 mois. Celle où vous avez prétendu que j'étais une associée commerciale, contribuant au capital de démarrage. J'ai observé l'expression atterrée de Michel. Sauf que je n'ai jamais contribué à aucun capital de démarrage. Vous avez utilisé mes relevés bancaires montrant l'aide à l'hypothèque comme preuve d'investissement commercial. Oh mon Dieu! A chuchoté Sarah, se détournant de son mari avec dégoût. 2 incidents de fraude distincts impliquant la même victime. Ai-je continué, citant Robert presque mot pour mot. Le procureur dit que cela établit un schéma de comportement criminel. Cela rend la négociation de peine beaucoup plus difficile. J'ai replié le rapport et l'ai remis dans mon sac. Sauf, bien sûr, si la victime témoigne qu'elle était une participante consentante qui a simplement mal compris les arrangements. Les mains de Michel tremblaient. « Que veux-tu, maman ?» Je l'ai regardé, puis j'ai regardé autour de la pièce, la vie qu'ils avaient construite avec mon argent, meublée avec mes cadeaux, sécurisée avec ma signature inconsciente. Je veux ce que j'ai toujours voulu, Michel. Je veux être traité avec respect. Je veux de l'honnêteté. Et je veux que ma famille arrête de me voir comme son compte bancaire personnel. Et si nous signons cet accord? A demandé Sarah, sa voix brisée. Alors M. Hamel recevra une lettre de ma part déclarant que tous les arrangements financiers ont été faits avec ma pleine connaissance et mon consentement. L'enquête est close, les accusations criminelles disparaissent, et nous recommençons avec une compréhension claire du rôle de chacun. Sarah relisait le contrat de location, calculant probablement à quel point ils étaient piégés. C'est insensé.
Tu es notre famille, pas notre propriétaire. Sarah, ma chère, dis-je en me levant pour partir, leur laissant le contrat sur la table basse comme un ultimatum silencieux. Vous avez fait ce choix quand vous aviez, ai-je décidé que j'étais un fardeau trop lourd à récupérer à l'hôpital. Vous avez 1 heure pour appeler votre avocat et me donner votre réponse. 3 jours plus tard, j'ai retrouvé Robert pour un café dans un petit bistrot du centre-ville. Il attendait déjà, l'air détendu en parcourant son téléphone. Le soleil matinal filtrait à travers la grande fenêtre, illuminant son visage. Il avait l'air plus jeune, moins accablé que lors de notre première rencontre. « Bonjour, Do », dit-il en se levant pour m'accueillir avec un baiser bref et chaleureux sur la joue. Le geste était à la fois nouveau et familier, un pont entre le présent et le passé. Tu as l'air remarquablement bien pour quelqu'un qui est censé nécessiter des soins 24 heures sur 24. J'ai ri, un son léger et sincère, en glissant sur la banquette en face de lui. C'est incroyable ce que le fait de se débarrasser des membres de la famille fraudeur peut faire pour votre santé. J'ai accepté le café qu'il avait commandé pour moi, un grand crème, exactement comme je l'aime. Des nouvelles de l'avocat de Michel? 3 appels hier, suppliant pour des réunions afin de discuter des options de résolution. Le sourire de Robert était satisfait. Apparemment, votre contrat de location a été très motivant. Ils l'ont signé ce matin, notarié et déposé au greffe du tribunal. Vous êtes maintenant officiellement leur propriétaire. Il a levé sa tasse de café. Félicitations pour votre nouvel investissement immobilier. J'aurais dû me sentir triomphante, mais quelque chose me tourmentait. Une question qui flottait depuis notre réunion dans le parc. « Robert, dis-je lentement, puis-je te poser une question personnelle? » « Bien sûr. Comment savais-tu que c'était moi? Je veux dire, Dominique Paré est un nom assez courant, et Sullivan n'est pas exactement unique. Qu'est-ce qui t'a poussé à creuser plus loin? » Robert posa sa tasse avec précaution, son regard se perdant un instant dans le passé. Ton historique d'adresse dans le rapport de crédit. Tu as vécu rue de l'Érable à Montpérou, en Auvergne, jusqu'en 1982. Mon cœur s'est arrêté. La précision de ce détail était stupéfiante. Tu vivais rue du Chêne, à 3 rues de là. Son sourire était tendre, plein d'une nostalgie douce amère. Je suis passée en voiture devant ta maison pendant des mois après que tu aies épousé Dante, espérant t'apercevoir. J'ai mémorisé cette adresse il y a 45 ans. C'était gravé dans ma mémoire. Je n'arrive pas à croire que nous nous soyons retrouvés, ai-je murmuré, tendant la main par-dessus la table pour toucher la sienne. Sa peau était chaude, réelle. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli te manquer. Les doigts de Robert se sont entrelacés avec les miens. Si Michel avait été honnête dans sa demande de prêt, s'il n'avait pas commis de fraude, nos chemins ne se seraient jamais croisés. Donc, d'une manière tordue, je devrais remercier mon fils d'avoir menti aux autorités bancaires? Je préfère penser que c'est le destin qui a trouvé un moyen. Les yeux de Robert étaient chauds, avec la même tendresse dont je me souvenais de notre jeunesse, mais plus profonde, mûrie par le temps et la perte. Bien que j'admette que les circonstances sont moins romantiques que je n'aurais pu l'espérer. Nous avons passé l'heure suivante à parler de nos années perdues. Robert avait épousé sa petite amie de fac en 1983 et avait divorcé 15 ans plus tard quand ils avaient réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment été heureux. Pas d'enfant. Son ex-femme n'en voulait pas, et il s'était convaincu qu'il n'en voulait pas non plus. « Je pense que j'avais peur », a-t-il admis, sa voix basse. Peur qu'aimer des enfants ne trahisse en quelque sorte ce que haine vous avez eu. C'est ridicule, je sais. Mais c'est comme ça.
Je lui ai parlé de Dante, un homme bon qui m'avait donné la stabilité et 2 enfants, mais jamais l'amour passionné que j'avais partagé avec Bobby Hamel durant l'été 1980. De l'éducation de Michel et de sa sœur Jennifer. De la perte de Dante, emportée par un cancer il y a 5 ans. De la lente prise de conscience que mes enfants me voyaient comme une responsabilité plutôt que comme une personne. Jennifer vit à Lille, ai-je expliqué. Nous nous parlons tous les mois, mais elle a sa propre vie. Elle ne demande jamais d'argent, n'a jamais besoin de faveur. C'est distant, mais respectueux. Et Michel? Michel était mon bébé. Mon bébé charmant et irresponsable que je n'arrêtais pas de soutenir parce que je ne supportais pas de le voir échouer. J'ai soupiré. Je suppose que j'ai créé cette situation autant que lui. Non. La voix de Robert était ferme. Tu as aimé ton fils. Il a choisi d'exploiter cet amour. Il y a une différence. Ne porte pas son fardeau. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Le nom de Michel est apparu sur l'écran. Maman, on peut parler? J'ai réfléchi à tout ce que tu as dit et je veux arranger les choses. Pas seulement le contrat de location. Tout. Je veux être le fils que tu mérites. J'ai montré le message à Robert, qui l'a lu avec les sourcils haussés. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé, mon cœur hésitant entre le scepticisme et une lueur d'espoir tenace. Je pense qu'il a eu 3 jours pour réaliser que la prison n'est pas une option attrayante. L'expression de Robert était pensive. Mais les gens peuvent changer, Do. Parfois, une crise force une croissance que rien d'autre n'aurait pu accomplir. Devrais-je répondre? Cela dépend. Es-tu prête à découvrir si ton fils est capable d'un remords sincère ou si c'est juste une autre manipulation? J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé en retour. Viens à mon appartement demain à 19h. Viens seul. Nous parlerons. Le soir suivant, Michel est arrivé à ma porte, tenant une grande enveloppe Kraft et arborant une expression que je n'avais pas vue depuis qu'il avait 12 ans et qu'il avait cassé mon vase préféré. C'était un mélange de peur, de honte et d'une supplique silencieuse pour le pardon. « Salut, maman. » Sa voix était sobre, respectueuse d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Il ne m'appelait plus Do, mais maman. Entre. Je lui ai fait signe d'entrer dans le salon que Robert m'avait aidé à redécorer le week-end dernier. De nouvelles couleurs, de nouveaux coussins, un nouveau départ. Je peux te servir quelque chose à boire? Juste de l'eau, s'il te plaît. Il s'est assis avec précaution sur le bord de mon canapé, l'enveloppe serrée dans ses mains. Il semblait déplacé, un invité dans un espace qui lui avait été autrefois familier. Quand je suis revenue avec son verre d'eau, il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu un remords authentique dans son regard. Je te dois des excuses qui sont plus grandes que les mots ne peuvent l'exprimer. A-t-il commencé? Sa voix stable, mais chargée d'émotion. Ce que j'ai fait, mentir à la banque, falsifier des dossiers médicaux, mettre ta sécurité financière en péril, c'était criminel. Littéralement criminel. Et le pire, c'est que je me suis justifiée en me disant que je te protégeais du stress. Je n'ai rien dit, attendant, le laissant vider son sac sans interruption. Mais la vérité, c'est que je me protégeais moi-même de l'échec. D'avoir à admettre que mon entreprise n'était pas aussi florissante que je le prétendais. D'avouer à Sarah que je ne pouvais pas lui offrir la vie que je lui avais promise. Sa voix s'est brisée. Et j'ai utilisé ton amour comme un bouclier contre des conséquences que j'aurais dû affronter moi-même. J'ai été un lâche. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe, Michel? Ai-je demandé doucement. Il me l'a tendue avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un chèque de banque de 62 000 €.
le montant exact que j'avais payé pour couvrir sa restitution. J'ai fixé le chèque, le papier frais et officiel contrastant avec le désordre de nos vies. D'où vient cet argent? J'ai vendu mon entreprise. À perte, mais c'était suffisant. Ce n'était qu'une façade de toute façon, construite sur du sable. Il a pris une profonde inspiration. J'ai aussi parlé à un conseiller au sujet de ma malhonnêteté financière. Apparemment, c'est plus courant que je ne le pensais. Les gens qui mentent sur l'argent pour éviter de décevoir leur famille. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Il a rencontré mon regard. Et Sarah? Sarah est furieuse contre moi. Et elle a raison. Non, nous sommes en thérapie de couple pour essayer de voir si nous pouvons reconstruire la confiance. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tout comme j'espère que nous pourrons reconstruire la confiance. J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. La responsabilité, la croissance, la possibilité d'un changement. Ce n'était plus le garçon arrogant dans le bureau de la banque. C'était un homme brisé qui essayait de recoller les morceaux. Le contrat de location reste en vigueur, ai-je dit fermement. C'était une ligne non négociable. Vous paierez un loyer au prix du marché et vous regagnerez le droit d'appeler cette maison la vôtre. Je comprends. Il n'a pas protesté. Mais, ai-je continué, une porte s'entr'ouvrant dans mon cœur. Je suis prête à discuter d'un chemin de retour vers une famille. Une vraie famille, construite sur l'honnêteté et le respect mutuel. Un soulagement immense a inondé ses traits. Il a hoché la tête, incapable de parler. Merci, maman. Je ne gâcherai pas cette chance. Je te le promets. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine, la cuisine de la maison que je possédais désormais, préparant le dîner de Noël. L'arrangement locatif avait fonctionné mieux que quiconque ne l'aurait imaginé. Michel et Sarah étaient devenus des locataires respectueux, ponctuels dans leurs paiements et prévenants quant aux limites. Plus important encore, ils étaient devenus des membres de la famille honnête. Michel appelait régulièrement, non pas pour demander quelque chose, mais pour prendre de mes nouvelles. Sarah m'envoyait des photos des enfants et nous avions même déjeuné ensemble, une conversation prudente mais sincère. Robert était dans le salon, en train d'apprendre à ma petite fille de 7 ans, Emma, à jouer aux échecs, tandis que Léo, 9 ans, lui montrait quelque chose sur sa tablette. Mes petits-enfants l'avaient adopté immédiatement, attirés par sa patience infinie et son humour doux. La sonnette a retenti, et je me suis essuyé les mains avant d'aller ouvrir. Michel se tenait sur le porche, tenant une bouteille de vin et arborant un sourire sincère. « Joyeux Noël, maman », a-t-il dit. Et pour la première fois depuis des années, il semblait vraiment heureux de me voir. « Joyeux Noël, mon chéri. » Je l'ai serré dans mes bras, remarquant qu'il s'attardait un peu plus longtemps que d'habitude. « C'est pour toi », a-t-il dit en me tendant une enveloppe. Un cadeau de Noël en avance. À l'intérieur se trouvait un contrat, un accord d'achat pour la maison. Au juste prix du marché, avec un acompte qui représentait 6 mois de loyer, fidèlement payé, et un comportement financier responsable. C'était un geste symbolique autant que financier. « Michel, tu n'es pas obligé… » « Si, je le suis. » Sa VOX était stable. « Je veux regagner cette maison de la bonne manière. Je veux que mes enfants voient leur père comme quelqu'un qui tient sa parole et assume la responsabilité de ses actes. » J'ai regardé par-dessus son épaule, là où Sarah aidait les enfants à sortir de la voiture. Je l'ai vue me faire un signe de la main avec une chaleur authentique. Elle m'avait surprise au cours des derniers mois, révélant une force de caractère que je ne lui connaissais pas. Une fois qu'elle avait cessé de couvrir les mensonges de Michel,
Elle était devenue une femme que je respectais vraiment. Nous en discuterons après les fêtes, ai-je dit, en passant mon bras sous celui de mon fils. Robert a hâte de rencontrer ta famille comme il se doit. Alors que ma famille se rassemblait autour de ma table, dans ma maison, selon mes règles, avec le partenaire que j'avais choisi à mes côtés, j'ai pensé à la jeune fille qui avait attendu à cette gare il y a 45 ans. Elle n'aurait pas pu imaginer cette vie, ce chemin tortueux, mais je pense qu'elle aurait été fière de la façon dont l'histoire se terminait. Le repas fut joyeux, détendu, dépourvu de la tension sous-jacente qui avait caractérisé nos réunions pendant si longtemps. C'était un nouveau départ, fragile mais réel. Tu sais, a dit Robert plus tard dans la soirée, alors que nous faisions la vaisselle ensemble, l'eau chaude et savonneuse apaisante sur mes mains. Quand j'ai décidé d'enquêter personnellement sur la demande de prêt de ton fils, je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à ça. Le destin a le sens de l'humour, ai-je convenu en lui tendant un verre de vin à sécher. Bien que je pense toujours que tu es un peu fou de conduire un Uber le week-end. Robert a ri. Les directeurs de banques régionaux ne gagnent pas autant d'argent que les gens le pensent. Et j'aime rencontrer des gens, entendre leur histoire. Il a posé le verre et s'est tourné vers moi. Ce jour-là, quand j'ai vu ta demande de course et que j'ai reconnu le nom, j'ai su que je devais être celui qui te conduirait. Tu aurais pu simplement m'appeler et dire quoi? Bonjour Dominique, c'est le garçon qui était censé t'épouser il y a 45 ans. Et au fait, ton fils commet une fraude. Robert a secoué la tête. J'avais besoin de te voir d'abord. De savoir si tu étais heureuse, si tu avais eu une belle vie sans moi. Et qu'as-tu conclu? Que tu étais seule, que ta famille profitait de ta générosité, et que tu étais toujours la femme la plus forte et la plus belle que j'ai jamais connue. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti une petite boîte en velours, ce qui m'amène à quelque chose que je voulais te demander depuis un moment. Mon cœur s'est arrêté. Bobby, je sais que nous ne sommes plus des enfants. Je sais que nous avons tous, les deux, vécu des vies entières depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Mais je sais aussi que certaines choses valent la peine d'attendre. Il a ouvert la boîte pour révéler une bague simple et élégante. Dominique Sullivan Paré, veux-tu m'épouser? J'ai fixé la bague à travers des larmes de joie. Tu es sûr? J'arrive avec une famille compliquée, des biens immobiliers locatifs et une petite fille qui triche aux échecs. J'arrive sans aucune famille, un compte d'épargne modeste et une fâcheuse tendance à trop travailler. Le sourire de Robert était radieux. Je pense que nous nous équilibrons parfaitement. Alors oui, ai-je murmuré. Oui, je veux t'épouser. Alors qu'il glissait la bague à mon doigt, elle s'ajustait parfaitement. J'ai pensé à tous les chemins qui nous avaient ramenés l'un à l'autre. La fraude de Michel avait été terrible, douloureuse, destructrice. Mais elle avait aussi été le fil qui avait étissé nos vies ensemble. Il y a autre chose, a dit Robert en me prenant dans ses bras. J'ai parlé à mon superviseur de prendre une retraite anticipée. Si cela t'intéresse, j'aimerais voyager avec toi. Voir certains des endroits dont nous parlions de visiter quand nous avions 20 ans. L'Italie, la Grèce, l'Irlande. Et Michel et Sarah? Les petits-enfants feront toujours partie de nos vies. Mais Do, nous avons attendu 45 ans pour notre seconde chance. Je ne veux pas perdre un autre jour. J'ai regardé autour de ma cuisine. J'ai pensé à la réunion de famille que nous venions d'organiser, au respect que j'avais gagné, à l'amour que j'avais retrouvé. Pendant des années, je m'étais sentie invisible, considérée comme acquise.
utile uniquement pour le soutien financier que je pouvais fournir. Maintenant, j'étais une femme qui possédait des biens, commandait le respect et était aimée pour exactement qui elle était. Une femme qui avait appris à s'estimer suffisamment pour exiger que les autres l'estiment aussi. « Quand partons-nous » ai-je demandé, un sourire s'étirant sur mon visage. Le rire de Robert était de la pure joie. « Que dirais-tu de demain » ? Je connais un petit endroit à Marseille où deux vieux amants pourraient commencer leur nouvelle vie ensemble. Alors que nous nous tenions dans ma cuisine, nous serrant l'un contre l'autre et planifiant notre avenir, j'ai réalisé que parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. Parfois, c'est simplement refuser de rester invisible, exiger le respect que l'on mérite et être assez courageux pour embrasser l'amour que l'on pensait avoir perdu à jamais. La jeune fille qui avait attendu à cette gare en 1980 avait finalement eu sa fin heureuse. Elle était juste arrivée 45 ans plus tard que prévu. Après tout, les meilleures histoires sont celles où l'héroïne se sauve elle-même, même et finit par avoir le garçon. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.